La conférence des Nations Unies sur l'océan se tient à Nice, c'est au mois de juin prochain. On en parle avec Romain Troublé. Bonjour Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan. Et vous publiez ce livre, Aujourd'hui l'océan, parcours d'un engagement, aux éditions Stock. On en parlera aussi pendant cet entretien. C'est la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. On pourrait dire seulement la troisième, d'une certaine façon. C'est seulement la troisième, et encore, la première était en catimini à New York en 2017, la deuxième était le lendemain du Covid, donc en fait tout le monde était content de se retrouver, mais il n'y avait aucun plan, aucune stratégie. C'est la première qui est un peu préparée par deux États, le Costa Rica en l'occurrence et la France. Et on espère qu'on va avancer sur plusieurs sujets d'ailleurs lors de cette conférence. Alors on peut peut-être démarrer par le constat qui est évident pour vous, je pense pour une bonne partie de nos téléspectateurs et téléspectatrices, mais pourquoi la défense de l'océan, elle est à ce point cruciale, centrale même dans les enjeux de réchauffement climatique? L'océan, c'est 70% de la planète, donc c'est une zone immense, la surface du globe. C'est aussi un écosystème qui nous fait vivre beaucoup d'entre nous, les protéines, les poissons, la pêche évidemment, mais aussi c'est un formidable poumon, la planète. Il stocke du carbone, il produit de l'oxygène, il a stocké beaucoup de chaleur. S'il n'y avait pas d'océan, il ferait 34 degrés de moyenne sur la planète au lieu de 15 aujourd'hui. On ne serait plus là. Donc en fait, l'océan, c'est un peu notre radeau de sauvetage. Il faut le préserver. Et dans ce rôle de poumon ou de puits de carbone, il souffre en ce moment? C'est-à-dire qu'il a plus de mal à cause du réchauffement? Oui, la température de l'eau est le principal perturbateur de l'écosystème marin. Et plus le moins on contrôle cette température, le plus on endommage cet écosystème, son efficacité à faire ce qu'il fait. Et son efficacité de nous protéger finalement. Donc l'enjeu de ces conférences de l'ONU sur l'océan, c'est que la question de l'océan, elle est forcément globale. Il n'y a qu'un seul océan. Et donc, pour l'adresser... J'allais vous poser la question, parce qu'on dit souvent les océans, mais en fait c'est un écosystème gigantesque. Oui, pour un poisson, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Donc il peut aller du pôle Nord au pôle Sud, en Antarctique, il n'y a pas de problème. Et donc il faut, pour le préserver, il faut le faire ensemble. Et l'ONU est là pour ça, avec ses défauts. Et puis ses avantages, on est tous là autour de la table, mais en même temps, on n'est pas tous d'accord. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence? Des engagements contraignants, et le mot contraignant, évidemment, prend toute son importance? Alors, c'est une conférence, c'est un processus de négociation de l'ONU qui n'est pas contraignant. Donc, en fait, c'est que du bon vouloir des États. Et qu'est-ce qu'on attend de cette conférence? Aujourd'hui, l'ONU, l'enjeu de l'océan, il est fragmenté en à peu près 18 agences qui traitent du transport maritime, de la pêche, de différentes usages de l'océan finalement. Et il y a très peu de vision globale. Et cette conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, elle a pour ambition d'essayer de mettre tous ces enjeux de façon globale, en même temps. Pas facile à faire. Mais moi, ce que j'ai entendu de Nice, c'est qu'il y a des consortiums, il y a des coalitions de pays qui s'engagent sur un sujet majeur pour, par exemple, le transport maritime, la décarbonation du transport maritime, comment on fait demain. Et que ces groupes de pays, au sein de l'agence en question, à l'ONU, portent une ambition bien plus élevée que celle qui est aujourd'hui en place. Et évidemment, pour d'autres ambitions, sur le plastique, par exemple, le traité plastique international, qui a pour ambition de limiter la pollution plastique mondiale, notamment de l'océan, celui-là emmène aussi une coalition de pays qui sont d'accord pour être beaucoup plus ambitieux sur la réduction du plastique, la pollution plastique. Sur la méthode, je trouve ça intéressant parce que c'est pas le grand accord signé par 190 pays. On va être déçu. Oui, voilà. En revanche, avoir thématique par thématique, peut-être des pays un peu qui s'engagent et qui donc vont peut-être donner envie aux autres d'y aller aussi. C'est ça l'idée? Vous savez, à l'ONU, il y a 195 pays qui négocient. Il suffit qu'il y en ait 15, 20, 30 qui portent une ambition un peu forte pour que l'ONU adresse le sujet, en parle, et cette ambition soit discutée au niveau international. Donc ça commence par ça. Ça commence par un groupe de pays, des champions, des champions, si on peut dire, qui portent une ambition et qui veulent essayer de convaincre leurs voisins de les suivre. Alors il y a plein de thématiques, vous en avez évoqué quelques-unes, par exemple les aires marines protégées, on peut rappeler ce que c'est, puis alors, il y a une polémique, est-ce qu'elles sont vraiment protégées? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? La plus forte des thématiques, c'est la ratification de cet accord de l'ONU sur la haute mer. Ça, c'est une protection de la haute mer demain, c'est le plus gros objectif. Alors, on en reparle juste après, vous nous parlez des aires marines tout de suite. Et les aires marines protégées, aujourd'hui, on a décidé tous ensemble, il y a deux ans et demi, en Colombie, de protéger 30% de la biodiversité mondiale. 30% des espaces mondiaux, à terre, en mer. 30%, c'est beaucoup.
Et donc, protéger de quoi? Protéger comment? C'est toute la question aujourd'hui. Il y a dans le monde entier des aires marines protégées qui sont très efficaces, qui marchent très bien. Il y en a qu'on gère même en France, dans les Kerguelen, l'océan Indien, vous savez, on pêche là-bas et on pêche très très bien. La légine, qui est un poisson qui vaut très cher, et ça marche très très bien. Et il y a d'autres endroits dans le monde où une aire marine protégée, dedans ou dehors, il n'y a aucune différence. On ne voit pas la différence. Non, de traitement. Ouais. Et donc, comment améliorer cette protection? C'est l'enjeu aussi des discussions qui auront lieu à Nice. Mais par exemple, dans une aire marine protégée, on est censé ne pas pêcher au chalut de grand fond, là, celui qui détruit le... Dans une aire marine protégée, on n'est pas censé ne pas détruire l'écosystème ou détruire les habitats. Bon. On est censé pouvoir laisser l'écosystème se régénérer pour que, autour de cette aire marine protégée, la pêche puisse continuer et les pêcheurs puissent en vivre, et puis nous tous et tous, y compris les filières qui sont derrière la pêche, qu'à terre il y en a beaucoup, et notamment en Bretagne. Donc c'est ça le sujet des aires marines protégées. Alors, on parle beaucoup du chalut, parce que le chalut, effectivement, dans notre imaginaire collectif, il détruit tous les fonds. Oui. Bon, ben, le chalut, il ne s'agit pas d'arrêter le chalut... de façon binaire, en fait. Il y a des endroits où le chalut est très bien. Et dans d'autres endroits où le chalut, il faut l'arrêter. Donc c'est un peu dans cette nuance qui est aujourd'hui très compliquée. La nuance, c'est quand même un défi aujourd'hui dans notre société. Et savoir un peu prendre la réalité en compte. Évidemment, améliorer bien fortement ce qu'on fait en France, notamment. Protéger véritablement des zones protégées pour que celles-ci permettent à l'écosystème de se régénérer. Moi, j'ai tendance à dire, je pense que si on arrêtait la pêche du janvier à mars, au moment où tous les poissons se reproduisent, eh ben le pêcheur se reposerait, il pourrait réparer ses bateaux et l'écosystème pourrait se régénérer. Je pense que c'est un des... Si on devait prendre une décision majeure aujourd'hui sur la pêche en France, c'est d'arrêter la pêche entre janvier et mars et de laisser l'écosystème se reproduire. Avec un plan de soutien des pêcheurs qui vont perdre 2 ou 3 mois de chiffre d'affaires. Avec un plan de soutien. Aujourd'hui, on leur demande d'arrêter la pêche dans le golfe de Gascogne pendant quelques semaines. Sauf que pendant ces semaines-là, ils n'ont pas le droit de travailler sur leur bateau. C'est interdit. Ils doivent attendre au port et attendre que ça passe. Donc, je pense qu'on peut être plus malin là-dessus. Bon. Alors, cet enjeu de la haute mer, de quoi il s'agit? L'enjeu de la haute mer, aujourd'hui, j'ai dit, des 3/4 du globe, c'est de l'océan. Et en fait, quand on regarde sur cette planète, la moitié de la planète, c'est de la zone de haute mer. C'est-à-dire qu'on n'est pas en France, on n'est pas en Amérique, on est chez personne, en fait. On est chez tout le monde. C'est une zone de commune, en fait, de gestion. Et donc, on peut faire n'importe quoi? Oui, en tout cas, on ne peut pas faire n'importe quoi dans les fonds marins, jusqu'à peu de temps encore. Depuis que Trump a commencé à dire qu'il allait faire n'importe quoi dans les fonds marins, avant ça, il y avait une convention qui est toujours en place, qui va se battre pour défendre son mandat. Et puis, en cette haute mer, la colonne d'eau entre le fond et la surface, il n'y avait rien de décidé, jusqu'à il y a ce traité qui a été signé il y a 1 an et demi maintenant. Et 60 États doivent le ratifier, je crois qu'on est autour de 20 ou 30 aujourd'hui, pour qu'il rentre en vigueur. Et cette zone de haute mer, elle est importante parce que c'est là que se font beaucoup des échanges avec l'atmosphère, c'est là que se font beaucoup de captage du carbone, c'est 30% c'est 50% de la planète dont on parle là. Et comment on protège ça? Comment on garantit que cet espace va continuer à faire ce qu'il fait et le faire bien pour nous tous et toutes? C'est un peu l'enjeu de ce traité. Et là aussi, il peut y avoir un groupe de pays champions ou pionniers en quelque sorte? Oui, là, il y a beaucoup de pays. La France. Parce que c'est compliqué parce qu'on est dans une zone où le droit de chaque pays ne s'applique pas. Donc, oui, mais il y a un traité qui est là pour essayer d'expliquer qu'on doit faire l'étude d'impact avant de faire des activités en haute mer. C'est un peu basique quand même, hein. Il y a un enjeu de partage des bénéfices aussi, des ressources génétiques, vous savez, ces organismes marins que Tara connaît très bien. Ce sont des gènes, des molécules qui sont peut-être actives pour la pharmacopée ou pour l'industrie. Et ben cette ressource-là qui est en haute mer, elle doit être partagée avec les pays qui n'ont pas les moyens d'y aller. Nous, en France, on peut y aller. Une vingtaine de pays dans le monde peuvent aller et prélever ces ressources et étudier ces ressources et en tirer des bénéfices. Les autres pays n'ont pas les moyens. Et donc, comment on partage ces bénéfices? C'est tout le sujet de ce traité aussi. Vous parliez des déclarations de Donald Trump récentes, effectivement, sur l'hypothèse d'une exploitation des ressources minières de ces fonds marins. C'est quand même technologiquement et financièrement très, très compliqué. Donc, est-ce qu'on ne surévalue pas le risque quand même? C'est de la provocation classique.
ces minerais en haute mer, au fond de la mer, à 3000, 4000 mètres de profondeur, si on commence à les prélever avec des machines qui excavent, on va détruire l'écosystème autour. Et cet écosystème-là, on ne connaît pas très bien. Il y a beaucoup de gènes, justement, j'en parlais à l'instant, et des molécules qui sont potentiellement intéressantes pour nous toutes et tous. Mais par contre, ces minerais, c'est à nous de choisir aussi. Ces minerais, comment on autorise ces minerais à débarquer dans les ports pour être transférés vers les supply chains. Est-ce que ces minerais, on accepte qu'ils viennent dans nos produits qu'on achète? En fait, à la fin, c'est quand même une question de société. Qu'est-ce qu'on veut pour demain? Moi, je pense que c'est pas du tout rentable, qu'ils vont mettre des capex là-dedans et ils vont tout perdre. Ouais. Mais il y a une entreprise dans le monde, un fou furieux en fait, qui décide d'aller exploiter ces trucs-là. Vous publiez ce livre aujourd'hui, L'Océan, parcours d'un engagement chez Stock. La mer, évidemment, c'est le fil rouge de votre vie. C'est quoi le premier souvenir océanique? Le premier souvenir océanique, c'est sur les pontons, avec mon père qui a fait les Jeux Olympiques, qui a couru pour la France plusieurs fois. Et c'est ça, mes premiers souvenirs. Ou alors, à Antibes, à la plage de la Garoupe, où je suis né à Antibes, en fait. Et c'est là que ça a commencé. Mais ce bouquin, il est plus sur l'engagement et sur en fait, le dire qu'on peut s'engager à tout âge, en fait. Moi, je me suis engagé pour la mer. J'y suis arrivé dans la mer par l'aventure, par le sport. J'ai fait 2 fois la Côte de l'Amérique, j'étais athlète de haut niveau et tout. C'était l'aventure, quoi. Et puis, il n'y avait pas encore la notion d'engagement, ou alors c'était en fond d'écran, quoi. Et puis c'est à 31 ans, quand je suis devenu père de mes enfants, que j'ai commencé à réaliser que, en fait, ils vont vivre jusqu'en 2100. 2100, c'est tout notre horizon climatique dont on parle tout le temps. Et ça, c'est ça qui m'a fait que je me suis engagé pour la mer, pour le protéger à fond. Et c'est arrivé à 31 ans, donc on ne n'est pas engagé pour la mer ou pour beaucoup de choses, on le devient, et je pense qu'il faut être ouvert à ça. Est-ce que vous êtes optimiste malgré le backlash, le retour en arrière, ce climat un peu général de vent contraire? C'est sûr que depuis 2015, l'accord de Paris, on recule sur beaucoup de choses. On est allé peut-être un peu trop vite, c'est donc que les gens réagissent, la société réagit à cette vitesse-là. Je suis optimiste parce que, déjà, je suis optimiste je suis construit comme ça, je suis ouvert à moitié plein. Parfois, ça joue des tours, mais en tout cas... sur cet océan, je pense qu'il n'y a qu'à voir comment on réagit. Vous lâchez la pression sur un morceau d'océan, une zone d'océan, en l'espace de 1 an, 2 ans, 3 ans, l'écosystème se régénère et repart, et redémarre en fait. Donc vous lâchez la pêche sur les poissons, en très peu de temps, vous allez retrouver à nouveau les récits des vieux pêcheurs que j'ai rencontrés à Etel sur Tara il y a quelques jours, qui te disent que moi, dans le temps, on pêchait des morues comme ça, des trucs énormes qu'il n'y a plus aujourd'hui. Donc, c'est possible de revenir en arrière, il n'y a pas de problème. Soyons optimistes, on est bien d'accord. Merci Romain Troublé, votre livre « Aujourd'hui l'océan, parcours d'un engagement » est donc publié chez Stock. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.